de 2 ou 3 minutes accordées en réponse à chacune des Je vais parler questions. plus vite. Non, 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 parle pas plus vite. Sois plus bref, mais pas plus rapide. Ça va me prendre un décodeur pour te suivre. Première question. Comment expliques-tu la maladie d'Alzheimer? Ça va être très long. Si on a le temps à la fin, on y repasse. Parce que ça va être long. Ok. En 2 minutes, 3 minutes, là, ça vaut Ok. pas la peine du tout de répondre. C'est une farce. Lorsqu'on se rend compte que notre psychologie nous rend physiquement malade, à quel niveau peut-on intervenir? Il y a plusieurs réponses qui vont se rattacher à cette question-là ici de toute façon. Si on n'a pas le temps, là, mais je vais essayer de m'arranger pour revenir dessus. C'est un cas assez intéressant. Bon, lorsque notre psychologie, il faut bien comprendre que c'est nous, notre psychologie. C'est l'homme. L'homme qui s'identifie, c'est notre psychologie, il n'y a pas d'autre chose. On peut pas dire, je parle à ma psychologie. Ta psychologie se parle à elle-même, puis elle se différencie, puis elle se crée des illusions, des doubles. Alors, lorsque je me rends malade, et si on pose la question de cette façon-là, à quel niveau puis-je intervenir? Question, une réponse, disons, qui peut paraître banale, c'est 16 de 30 malades. Puis c'est une réponse que souvent on entend dire. Tu te rends malade, 16 dons de 30 malades. Bon, ben c'est ça. À quel niveau on peut intervenir? Si on perçoit la séparation corporelle du plan physique avec ses lois propres, du plan vital avec ses lois propres, du plan psychologique avec ses lois propres et du plan mental, la même chose, on peut facilement intervenir. Si on a une maladie, sachons immédiatement que les maladies sont de différents types. On va y revenir. Moi, je vais y revenir plus en approfondi dans la conférence de thérapie intelligente que je fais au prochain symposium. Mais sachons qu'on a des maladies qui sont karmiques et on a des maladies qui sont accidentelles. Il y a des maladies physiques. Les maladies physiques sont les accidents. C'est toujours un peu karmique, c'est-à-dire que lorsque vous avez un accident, c'est toujours un peu à cause de vous. Vous n'avez pas su vous préparer à affronter la vie. C'est pour ça qu'on a un accident. Alors, à un moment donné, une personne dit, oui, mais c'était glissant, je déboulais en bas de l'escalier, c'est quand même pas de ma faute. Non, mais n'importe qui d'autre qui passe là déboule pas. Ben oui, c'est de ta faute. Parce que tu sais pas marcher. Tu sais pas comment faire attention. T'as pas su détecter la plaque de glace. T'as pas su affronter la vie. J'ai eu un accident de char, c'est un gars qui m'a rentré dedans. Oui, c'est absolument parfait. Sauf qu'il y a beaucoup de personnes qui sont capables de prévoir ce genre de choses. Alors donc, encore là, c'est karmique, c'est-à-dire que c'est l'homme qui n'est pas capable d'assumer sa vie. L'homme, il pense qu'il gagne sa vie en gagnant de l'argent, mais l'homme ne mérite pas toujours de vivre. Les maladies physiques ne sont pas psychosomatiques, c'est-à-dire qu'ils ne viennent pas d'une dégénérescence du plan vital dans le plan physique. Par contre, sont créés par la coloration psychologique de tous les mécanismes de détection humains. Vous avez des sens, pas pour rien. On n'a pas des oreilles rien que pour écouter de la musique. Hein? Bon, on a des oreilles pour entendre des choses, pour percevoir, pour pouvoir diagnostiquer des symptômes dangereux dans la vie. On entend quelque chose, c'est dangereux ou non. On peut éviter des accidents. L'homme doit développer ses sens pour ça. Pas juste pour plaire à son ego. Au niveau psychologique, s'il y a une dégénérescence psychologique, vous êtes trop stressé, vous vous ennuyez, vous avez peur de vieillir, vous avez peur de mourir, puis à un moment donné, vous déclenchez disons simplement une transmission folle de l'énergie vitale à l'intérieur de vos cellules. Vous déclenchez une procréation insensée cellulaire, ce que l'homme appelle un cancer, parce que vous avez trop peur de vieillir, trop peur de mourir, ce qui fait qu'à un moment donné, l'énergie vitale va essayer de créer des cellules jeunes. Mais d'une façon totalement incoordonnée au plan mémoriel qui est votre corps physique, c'est qui est le cancer. À quel plan agir? Bien évidemment, au plan astral, si c'est là qu'est le problème. Immédiatement, on peut agir au plan physique en allant voir la médecine traditionnelle. Un peu mieux, ce serait d'agir au niveau du plan vital, donc en allant voir soit la médecine traditionnelle, parce qu'il y a certains médicaments qui agissent surtout au plan vital, comme l'aspirine entre autres, qui n'agit presque pas au plan physique, sauf comme, disons, liquéfieur sanguin, mais au niveau d'analgésique, elle agit surtout au niveau du plan vital, ou en allant voir un acupuncteur, ou en prenant une nourriture convenable qui a suffisamment d'énergie vitale à l'intérieur pour rebalancer le corps, ou en respirant convenablement, ou en marchant, ou en essayant de vivre pas trop habillé l'été surtout pour pouvoir capter des énergies solaires.
Yann ou tellurique yin, en marchant du pied un peu. Il y a différentes choses que l'homme doit faire, mais si c'est une psychosomatose, donc si c'est une maladie psychologique, il faut commencer par régler le problème physique s'il est faisable. Régler le problème vital, c'est essentiel. Le problème physique ne restera pas réglé longtemps si le problème vital n'est pas réglé. Si on prend des médicaments et que ça guérit le problème physique, ça guérit le problème vital. Si on subit une opération, ça ne guérit pas le problème vital, ça guérit le problème physique. Donc, ça peut revenir après l'opération. Si on guérit le problème psychologique, c'est-à-dire que si l'expression de la psychologie qui se fait par l'intermédiaire de tel genre de symptômes, de malaise ou de maladie, si ça, c'est transformé. Mais pour ça, l'homme doit se conscientiser. Vous n'arriverez pas à vous guérir seulement par l'autosuggestion en vous disant « ben je serai plus malade ». Ben si vous dites ça, ben dites-vous donc avec m'être plus en forme, dites-vous donc vous allez gagner à la loterie, dites-vous plein d'affaires, puis ça marche pas. À un moment donné, lorsque l'homme s'auto-suggestionne à se guérir, en réalité, l'homme arrive à inhiber le symptôme astral, psychologique qui le rend malade. Mais il n'y a aucun effet sur son corps physique. Il fait juste éliminer ce qui le rendait malade. Donc, vous devez vous conscientiser. Vous devez évoluer, on pourrait dire, pour être en santé. Vous devez arriver à cesser de vivre qu'au niveau psychologique, qu'au niveau du plan astral, qu'au niveau du plan émotif, parce que si on vit juste là-dedans, on n'exprime que ça. Par tous les moyens, par la peinture, par la création, par ce qu'on achète, par ce qu'on dit, par notre corps physique. Imaginez-vous qu'on peut, en vous regardant le visage, connaître votre psychologie. On peut, en vous regardant les lignes de la main, connaître votre psychologie. On peut, en regardant votre auto, connaître votre psychologie. Comment vous vous habillez, votre psychologie. Mais on ne connaît jamais rien d'autre que votre foutue psychologie. Parce que toute l'expression de votre vie est reliée au plan psychologique. Alors, il faut arriver à connaître les symptômes de notre psychologie, il faut arriver à se connaître, à se conscientiser, c'est-à-dire avoir une conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous autres. Il n'y a pas d'autre moyen, ça va pour bien des questions que François a entre les mains, il n'y a pas d'autre moyen d'arriver à être en santé. Quel plan attaquer? Tous les plans. L'homme évolue globalement. Si vous prenez une bille de bois, un tronc d'arbre, et vous la placez sur le haut d'une montagne, vous la poussez en bas, c'est l'homme qui évolue. Il déboule. Maintenant, il déboule, sauf que si le tronc d'arbre, on l'a peinturé en 4 couleurs. Couleur bleue, couleur verte, couleur jaune, couleur rouge. 4 plans. Physique, vital, astral, mental. Le tronc d'arbre descend également. Mais lorsqu'il frappe une roche, il rebondit dessus puis il descend en croche. Puis là, une autre roche, puis une autre roche. Puis si l'homme pense qu'il va arriver à évoluer en santé, en poussant plus un plan, un morceau du bio que l'autre, il ne peut pas. C'est totalement impossible. Puis ça, il faut que l'homme se mette ça dans la tête. L'homme doit comprendre que l'homme, il évolue. L'homme, la femme, évidemment. Hein? Je prends le mot homme, c'est la langue française. L'homme, la femme, l'enfant évoluent sur tous les plans. Alors, si tu es malade sur un plan, c'est qu'il y a quelque chose, il y a une écologie que tu n'as pas respectée. L'harmonisation de ces plans-là, chose sur laquelle on va revenir la semaine prochaine. L'homme, pour être en santé, se doit absolument de comprendre les lois de son corps physique. T'as trop marché aujourd'hui, qu'est-ce que tu faisais? Je magasinais. T'as pas vu que tu t'es fatigué? Oui, mais il y avait des belles choses, puis j'avais besoin, ben c'est ça. Pose-toi pas de questions. T'as des souliers qui te font mal aux pieds, pourquoi tu n'achètes pas d'autres? Ben ceux-là sont à la mode. Ils sont à la mode, parfait. C'est à la mode d'être malade aussi. Va voir, les médecins vont te le dire, c'est à la mode d'être malade. T'es normal quand t'es malade. T'es anormal quand t'es pas malade. Ben c'est ça qui est le problème. Alors là, quel plan aller voir? L'homme au complet. Il n'y a pas un plan particulier, l'homme au complet. Vous n'êtes pas juste de la psychologie, vous n'êtes pas juste un paquet de désirs. Vous n'êtes pas juste un paquet d'émotions. Puis vous n'êtes pas non plus le linge qui vous habille, puis vous n'êtes pas non plus la coiffure, vous avez sa tête, c'est pas ça vous autres. Mais vu qu'on vient qu'avec ça, c'est ça qu'on guérit. On change de linge quand il est sale, on guérit notre linge, on guérit nos cheveux, on guérit notre visage esthétique, on guérit notre char, on achète un autre, on l'envoie au garage. Puis vous autres, pendant ce temps-là, au niveau global, vous faites quoi? Rien. De temps en temps, parce que la souffrance vous force à prendre conscience d'un corps physique, vous en occupez. Mais si vous ne souffrez plus, vous en occupez plus. C'est toujours le même mécanisme. Quel plan aller chercher? Occupez-vous de vous. Mentalement, vous allez être capable de savoir clairement qu'est-ce qu'il vous faut. Vous aimerez peut-être pas ça. Ça va peut-être être dur, pas grave. Parce qu'une fois qu'on est en santé, c'est pas dur d'être en santé. C'est quand on est malade que c'est dur d'être en santé. Puis quand l'homme est malade, l'homme est quasiment constamment malade, sauf que c'est pas assez puissant pour que ça dérange l'homme. L'homme prend un peu de poids, c'est l'homme est malade. L'homme est plus capable de marcher trop longtemps parce que ça ne tente plus. Ouais, parce qu'il y a des stimulations physiques qui lui disent que ça ne tente plus, parce que le corps physique n'est pas en forme. L'homme est continuellement inadéquatement préparé à la vie, surtout dans des sociétés pacifiques ou des sociétés pseudo-pacifiques comme la nôtre.
Alors, vous devez, donc, vu que la vie vous force moins à vous occuper de vous autres, ben, devenir suffisamment intelligent, non pas intellectuel, mais suffisamment lucide, suffisamment conséquentiel dans votre vie, j'ai fini, pour pouvoir arriver à voir ce qu'il vous faut physiquement, ce qu'il vous faut vitalement, ce qu'il vous faut psychologiquement. Puis psychologiquement, il faut faire attention. Qu'est-ce que le psychologue fait quand quelqu'un est malade? Il vient le voir, il s'organise pour lui redonner des concepts psychologiques qui vont fitter avec la vie sociétaire qu'il a. Bon, on le retourne dans la société en espérant qu'il ne retombera pas malade. Donner à votre psychologie ce qu'elle a besoin, ça ne veut pas dire de vous nourrir de tout ce que vous désirez avoir. C'est pas ça, nourrir sa psychologie. C'est énergétiquement nourrir sa psychologie. Pas seulement au niveau de ce qu'elle vit. De ce qu'elle veut avoir, du désir. J'aimerais avoir 3 chars. Donc, nourrir ma psychologie, m'a acheté mes 3 chars. Oui, mais tu vas souffrir ta psychologie avec parce que tu vends ta maison. Après ça, tu perds tes chars, etc. Nourrir sa psychologie, c'est d'être capable, dans le plan de l'astral, de vivre en harmonie. Ça, on va revenir sur l'harmonisation du plan psychologique. C'est d'ailleurs le plan le plus difficilement harmonisable. C'est lui qui est la cause de l'émotion. La psychologie humaine, c'est elle qui est la cause de tout ce qui se passe dans l'humanité, dans le plan planétaire, dans le plan écologique, comme dans le plan humain. Alors, on doit s'attaquer à donner à chacun de ces plans ce qu'il a de besoin, le strict minimum qu'il a de besoin. Commencez par ça, le strict minimum. Présentement, le plan physique, il n'y a même pas le strict minimum. On lui donne des médicaments à la place de le nourrir convenablement. On lui donne des médicaments au lieu de l'énergiser convenablement, au lieu de l'habiller convenablement, au lieu de lui donner l'exercice convenable. On lui donne des choses. Prends ça, bonhomme, puis si t'es pas capable, je me ferai opérer. J'irai voir tel médecin. On cherche le miracle médical. Hein? Quand on a quelqu'un qui peut guérir et presque instantanément, qui peut faire des miracles, tout le monde se garoche. Parce que l'homme veut simplement, donne-moi un corps en santé, là, merde, puis quand il sera malade, tu m'en donneras un autre. Moi, en attendant, je veux triper, je veux vivre. Même si on n'emploie pas ces termes-là, c'est ça que l'homme fait. Faut que l'homme s'occupe de lui à un moment donné, puis qu'il arrête de s'occuper que de son évolution. Vous savez, la foutue évolution, on pense que c'est ça qui va sauver le monde. Ça sauve personne. Ça écrase tout le monde. Ça le démolit, l'homme. Ça en fait un être médiocre qui est continuellement assujetti à quêter dans le ciel des solutions salvatrices. Ça fait rien d'autre, l'évolution. Parce que l'évolution, c'est une farce. L'évolution que l'homme vit, c'est une farce. C'est une évolution spirituelle, une évolution complète de la psychologie. Ah, moi, je pense mieux, je vois mieux, j'haïs moins mes frères. Ouais, mais s'il y en a un qui te pique ton char, tu chiales autant, par exemple. C'est toujours ça. Ouais, mais là, lui, c'est pas pareil. On a plein de raisons. L'évolution spirituelle, c'est une facette du développement humain. C'est pas le développement humain global. Faut pas que l'homme n'évolue que dans ça. On a des hommes qui évoluent dans la science. Une maudite chance, parce qu'on arrive encore à vivre. Puis on peut rire d'eux autres, ils évoluent pas spirituellement. On a des hommes qui évoluent qu'en affaires. Ils donnent de l'emploi à ceux qui évoluent spirituellement. Une maudite chance qu'ils sont là. On a du monde qui n'évolue que spirituellement pour donner la contrepartie à ceux qui sont en affaires. Une chance qu'on a l'évolution spirituelle. Mais le foutu problème, c'est qu'on n'a pas un seul homme qui est capable d'avoir tout ça en même temps. Mais il faut qu'on en arrive à avoir tout ça en même temps. Ça, c'est l'évolution. Vous souffrez plus, vous voyagez, vous pouvez vous exprimer, apprendre, connaître. Vous êtes en santé parce que vous êtes capable de vous prendre en main. On a tout, on vend des livres partout. Il y a des librairies en masse, il y a tout ce qu'il faut pour que l'homme puisse s'instruire pour qu'il soit en santé. On connaît tout sur le stress, on connaît tout sur le blackout, on connaît tout sur ce genre de mécanisme, de phénomène. On connaît tout ça. On le voit faire régulièrement. Puis on lâche pas. Mais il va falloir qu'on lâche à un moment donné. Il va falloir qu'on commence à se prendre en main sur tous les plans. On continue à évoluer spirituellement. OK, si ça vous convient, continuez, mais occupez-vous de votre corps physique. Occupez-vous de votre corps vital, parce que vous ne pouvez pas évoluer spirituellement convenablement si vous êtes malade. Oh, on peut s'amuser à dire la maladie forme l'homme. Mais c'est évident que la maladie forme l'homme. Elle enseigne à l'homme qu'il ne devrait plus être malade. Bon, prenez-le à un moment donné et cessez d'être malade. La souffrance, ça forme l'homme. C'est évident. Quand l'homme ne souffre plus, il a appris ce que la souffrance pouvait montrer. Alors, les conditions psychologiques qui font qu'on instruit l'homme à être médiocre, à souffrir, à y né pour un petit pain, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Change de compagnie, torieux, puis prends un pain qui est plus gros. Vous devez vous occuper de vous sur tous les plans, pas un en particulier. Développez-vous donc convenablement, équitablement sur tous les plans. Ça va régler tous les problèmes. J'aimerais que tu m'expliques en détail la formation des ulcères de stress et quoi faire pour les guérir autrement que par les médicaments, si méthode il y a. Bon, la maladie, c'est ce qui afflige le plus l'homme
moderne, l'homme civilisé. Le stress, c'est un terme d'ingénierie. C'est un ingénieur qui a appliqué ce mot-là à une désharmonisation moléculaire d'une tige de métal à un moment donné. Et lorsque la désorganisation était rendue à un point tel, le stress était tellement avancé que la tige cassait. Et la psychologie a employé ce terme-là pour définir l'homme. Définir des désharmonisations énergétiques et non plus moléculaires chez l'homme, le stress. Le stress, c'est lorsque vous avez un concept psychologique et que vous avez une réalité que vous vivez qui n'est pas en accord avec ce concept. Le concept, au lieu de changer pour pouvoir connaître la réalité, essaie de camoufler votre vision pour que vous pensez que vous vivez dans la réalité conceptuelle, la vôtre, mais que l'extérieur est comme vous voulez, même s'il ne l'est pas. Et cette énergie-là crée, elle exprime dans le corps, elle amène dans le corps des formes énergétiques qui vont obliger le corps à ne pas être capable de raisonner mentalement pour pouvoir voir la réalité. C'est-à-dire que je prends toujours l'exemple, disons, le travail continuel. L'homme a une peur fondamentale. L'homme a une peur innée. La psychologie de l'homme rend l'homme peureux. Parce que l'homme enregistre dans sa psychologie des phénomènes expérientiels, de la mémoire. Et cette mémoire, elle fait qu'elle instruit l'homme que certaines choses se peuvent ou que certaines choses se sont pu, ont été. Et à travers ce qui a été, ce qu'il y a dans l'homme, l'homme perçoit des énergies qui sont en harmonie avec lui, avec son corps physique, avec donc lui au complet, et des énergies qui ne le sont pas. Donc, des choses qui lui plaisent, des choses qu'il n'aime pas. Automatiquement, l'homme va désirer que les choses qu'il aime reviennent dans sa vie. Et ce désir fondamental chez l'homme, à l'instant même où l'homme mémorise, amène la peur fondamentale. Lorsque l'homme désire qu'une chose arrive, l'homme a peur qu'elle n'arrive pas. Il n'a pas le choix. Si vous désirez avoir de l'argent, vous désirez ne pas être pauvre. Si vous désirez être fort, vous désirez ne pas être faible. Et ces deux désirs antagonistes se luttent l'un et l'autre, créent une énergie, une friction, une énergie qui est la peur chez l'homme. Et cette peur-là, vous êtes dans votre travail, vous êtes comptable, vous êtes médecin, vous faites quelque chose, et vous avez continuellement un désir, de par votre éducation, de bien paraître devant le monde. C'est une éducation qui est reliée à l'orgueil, à l'ego. Vous ne pouvez pas faire d'erreur. Et le fait de ne pas pouvoir faire d'erreur fait que vous désirez ne pas faire d'erreur inconsciemment, donc vous avez peur, et cette peur ne peut pas être exprimée dans l'erreur. Parce qu'il ne faut pas que vous en fassiez. Elle va s'exprimer à l'intérieur de l'homme, elle va vivre, l'énergie de la peur reste chez l'homme, et elle va venir omnubiler la possibilité mentale qu'aurait l'homme de découvrir ce qui se passe chez lui. Parce qu'on ne veut pas le savoir. Alors automatiquement, cette énergie va venir faire travailler le cerveau, va venir s'exprimer à l'intérieur du cerveau de l'homme, à l'intérieur de son système endocrinien, et l'homme, à un moment donné, va commencer à agir énergétiquement sur son corps. L'énergie de l'astral emmagasinait des places, qui est le stress. À un moment donné, le stress devient trop grand, qu'il transmute l'énergie vitale dans une région localisée, c'est-à-dire une région d'énergie vitale qui est en attraction, en affinité, en résonance avec la perturbation astrale. Normalement, au niveau de certains genres de stress, c'est l'estomac. Parce que la psychologie de l'homme recherche la sécurité. Et l'estomac est, pour la psychologie de l'homme, un symptôme de sécurité. Lorsque vous avez l'estomac plein, vous êtes sécure. Lorsque vous êtes en phase de digestion, vous êtes sécure. Alors automatiquement, vous digérez. Pour pouvoir épuiser l'énergie du stress, vous digérez. Mais vous digérez votre estomac. C'est ça qui est le problème. Les acides qui normalement attaquent le bol digestif, le bol alimentaire, pour amener une digestion, attaquent l'estomac. Donc, vous digérez votre estomac. Je ne sais pas si c'est nourrissant, il faudrait demander à ceux qui ont des gros ulcères d'estomac. Et évidemment, ça fait extrêmement mal parce qu'une fois qu'on a brûlé la couche, disons, de graisse qui enveloppe la paroi interne de l'estomac, on attaque directement l'estomac qui est vivant, donc qui est innervé, qui sent, et on brûle les cellules stomacales, ça fait mal. C'est un ulcère d'estomac. Soit dit en passant, on parle d'ulcères d'estomac. Normalement, ils sont situés au niveau de l'intestin grêle,
juste à la sortie de l'estomac. Alors, ce qui fait que la personne, de par son schéma psychologique émotif de peur, et pour arriver à régler ça, elle doit connaître la peur chez elle. Elle doit être capable de dire « je suis pas nerveux ». Ben, si t'es pas nerveux, puis qu'on crie à côté de toi, puis tu graines des airs, c'est que t'es nerveux. Faut, premièrement, prendre conscience qu'il y a des choses qui nous stressent parce qu'on refuse d'accepter l'erreur. On refuse de manquer son coup. On refuse, on a peur. Je désire ne pas perdre mon emploi, donc je désire garder mon emploi. La friction entre ces deux désirs crée la peur. Cette peur-là, si elle est cultivée chez vous d'une façon consciente ou inconsciente, va dégénérer en problème physique. L'ulcère, comme les autres maladies, se crée de cette façon. C'est facile de prendre conscience de ce qui nous stresse aujourd'hui. Moi, j'ai toujours sur moi une petite carte de stress. Et je prends ça à toutes les heures. Il suffit d'imprimer son doigt sur le Oui, rond. je connais, puis la couleur te donne. C'est ça. Et puis te donne si tu es calme, si tu es détendu, stressé. Ça fait qu'on peut finir par identifier c'est quoi qui nous stresse. Bon, juste une carte comme ceci fait juste amener la preuve de ce que tout à l'heure j'énonçais, que notre psychologie émotive manipule tellement bien notre corps physique qu'on peut avoir une idée de ce que ça donne détendu. De ce que ça donne au niveau de physique. Mon corps physique peut me dire psychologiquement ce que je sais, mais ça fait longtemps qu'on le sait, au niveau des ondes alpha, au niveau de différents phénomènes qu'on s'est servi. La maladie donne ça. Et l'homme peut, par différentes techniques, arriver à découvrir le stress. Technique chimique ou technique d'auto-observation. Vous faites des choses. Présentement, combien de muscles sont contractés pour vous permettre cette station assise? Combien y a-t-il de muscles contractés pour rien? Ben, si je vous nomme des muscles et je vais vérifier, je peux vous en trouver un mot à 10 paquets. Il y a même des muscles reliés au système digestif ou excréteur qui sont contractés pour la majorité et qui ne servent à rien. Et on en a un paquet. Et continuellement, vu qu'on ne connaît pas son corps, on ne peut pas repérer les ondes de stress physique, les ondes de tension physique, ce qui fait qu'on les accumule jusqu'à temps que ça dégénère en maladie. Alors, il y a des techniques qui sont facilement, qu'on peut facilement acquérir, qui nous permettent de connaître notre corps physique de façon à être capable de le relaxer, d'être complètement relax. Et de quelle façon on peut faire ça? Ben, simplement par l'auto-observation. Ces techniques-là, je ne peux pas les décrire ici ce soir. On va y revenir un peu dans l'énergisation des corps. C'est des techniques que j'enseigne surtout au niveau du PMC. C'est ce que je voulais te demander. C'est ça, au niveau, oui, c'est surtout là. Ben, de toute façon, le cours, je le donne parce que selon moi, il est intelligent. Puis selon ceux qui le suivent, il est efficace. Mais l'homme peut et l'homme doit arriver à un moment donné à connaître le stress chez lui. Le stress, il est psychologique, mais il va s'exprimer instantanément par une contraction musculaire. Ça peut être une contraction dans des muscles volontaires, les muscles rouges, biceps, triceps, etc. Ça peut être une expression dans des muscles involontaires, les muscles lisses, l'intestin, disons les muscles qui entourent l'intestin, au niveau de la digestion, par exemple. Personne a la diarrhée parce qu'elle est nerveuse. Elle a digéré d'une façon fracassante. Et quand elle est constipée, elle peut pas arriver à digérer cette vitesse-là. Hein? Pourtant, elle peut le faire. Sa psychologie peut rendre sa digestion accélérée. Sa psychologie peut le faire, mais elle, mentalement, consciemment, peut pas rien faire. Alors, il y a un gros handicap qui devra être passé. Et l'homme va arriver, de toute façon, l'homme nouveau va pouvoir contrôler complètement sa santé parce qu'il va être capable de connaître les mécanismes du stress. Il se passe quelque chose, ça crée quelque chose chez moi, j'observe ça. Ça disparaît, puis je peux continuer à vivre l'événement. L'événement ne doit plus laisser de traces chez moi. Alors, voilà comment un ulcère d'estomac se crée au niveau ésotérique, au niveau psychologique, au niveau humain. Comment peut-on jeûner? Comment peut-on jeûner psychologiquement? Le jeûne psychologique, je vais répondre brièvement, mais on va sans doute l'étendre tout à l'heure. J'ai dit que ça irait surtout la semaine prochaine parce que c'est surtout sur le jeûne psychologique qu'on va, disons, traiter la semaine prochaine, l'harmonisation de la psychologie astrale. Le jeûne psychologique, la religion a souvent enseigné de ne pas vous soumettre à la tentation. C'est le jeûne psychologique. Mais ne pas se soumettre à la tentation, cela veut dire fuir la responsabilité ou fuir la possibilité de se maîtriser. Et lorsque je parle de se maîtriser, je ne veux pas dire de susciter en nous une nouvelle lutte
contre quelque chose. Ceux qui fument, par exemple, peuvent dire, bon, j'arrête de fumer. Et là, il y a un combat magistral qui commence en eux, puis ils ont un problème de plus. Vous cesserez de fumer lorsque ce sera facile de fumer. À un moment donné, vous allez comprendre, vous allez cellulariser la conscience de ce que c'est le danger de la cigarette, et facilement, vous allez arrêter de fumer. Si c'est dur d'arrêter de fumer, c'est parce que vous vous y prenez mal. Le jeûne psychologique, c'est pas nécessairement de ne pas se soumettre à la tentation, mais c'est d'être capable, émotivement, psychologiquement, d'arriver à contrôler tout le charabia, tout le vomissage de mémoire que nous avons continuellement à notre conscience. Je dis souvent que la pensée de l'homme, et d'ailleurs fait partie, le jeûne psychologique, c'est aussi le jeûne au niveau de la pensée. La pensée de l'homme est comme un vieux singe qui saute d'un arbre à l'autre. La premier amusement, première découverte de ce jeûne psychologique, c'est simple, vous pouvez expérimenter ça. Disons que je vais arrêter là ma réponse parce qu'on peut s'amuser. D'ailleurs, je vais faire une conférence là-dessus la semaine prochaine. C'est bien simple, c'est que quand vous discutez avec quelqu'un, ou quand vous pensez à quelque chose, au bout de 15 minutes, cessez, puis essayez de reculer en arrière pour voir quelle était l'idée avec laquelle vous êtes parti. Pour voir le cheminement de votre pensée. On parlait de la température, puis présentement, on parle des bielles de mon moteur qui sont cassées. Bon. Comment ça se fait que de la température, on est arrivé au mon moteur d'auto? Alors, retrouvez tout le cheminement jusque-là. Toutes les branches par lesquelles le singe est passé. Arrive à la banane. Et ça, c'est le premier pas pour arriver à prendre conscience de l'absurdité ou de la manipulation non maîtrisée de notre pensée, donc, encore une fois, de notre émotion, de notre psychologie. Vous êtes couché le soir avant de dormir, vous commencez à penser par rêver, puis vous en allez d'un bord puis de l'autre. Stoppez ça, puis essayez de revenir en arrière. Puis à un moment donné, vous allez comprendre comment fonctionne votre pensée, comment ça marche. Et vous allez être capable de cesser, à un moment donné, d'omnibuler ce phénomène. Et ce n'est pas de se concentrer sur rien, qui est le jeûne psychologique. Ça, c'est de la concentration, et moi, je suis tout à fait contre la concentration. Je suis beaucoup plus pour l'attention, qui est une concentration sur tout. Et la concentration, c'est une attention sur une chose. Alors, premièrement, juste pour l'instant, ce qu'il y aurait à faire, parce qu'évidemment, il faut qu'on pratique des choses, on n'arrive pas, bang, et puis on l'a. Il y a des exceptions planétaires qui font ça, mais c'est pas la collectivité. Première chose, c'est de savoir comment que notre pensée chemine. Alors, c'est bien simple, cheminez-la, laissez-la cheminer, et essayez de revenir en arrière pour la connaître. Et vous allez vous rendre compte que c'est votre psychologie que vous allez connaître, et que c'est vous que vous allez connaître. Comment ça se fait qu'un événement qui arrive dans la rue vous amène à un moment donné à vous rappeler de telle affaire? Passez par le cheminement, puis trouvez ce chemin. Pour, à un moment donné, déterminer vous-même le chemin que vous allez prendre pour penser. Enfin, un jour, on ne pensera plus chez vous, mais vous allez penser. Je vais commencer par te donner 2 questions à la fois. Quand tu as une habitude qui est nuisible pour le corps physique et que tu le sais, mais cette habitude revient pour s'exprimer, la voyant avant de l'accomplir et comprenant les causes néfastes qu'elle produit, tu comprends et vois que tu dois y mettre fin. Cette habitude se manifeste plus fortement qu'auparavant. Aussitôt apaisé, tu revois que tu viens de te faire attraper une autre fois. Ne serait-ce pas une séparation des corps, le fait de comprendre et ensuite te laisser reprendre? Deuxième question, comment expliquer des personnalités multiples chez certaines personnes? Bon, c'est 2 questions différentes. La personnalité multiple, on n'aura pas le temps, je crois, de l'envisager ce soir. Disons que j'en ai déjà parlé suffisamment dans une conférence qui est enregistrée, alors c'est pour ça que je vous le dis, et qui s'appelle c'est sur la réincarnation. Et on explique suffisamment le phénomène des personnalités multiples et de la fusion psychologique, de la fusion astrale que l'homme doit vivre dans son enfance. Et s'il ne le vit pas, à un moment donné, il y a plusieurs personnalités qui vont s'exprimer chez lui. Et il y a une deuxième forme de construction de personnalités multiples, c'est lorsque l'homme a des expériences tellement divergentes au courant de sa vie qu'il se crée 2 ou 3 égaux chez lui. Alors, il peut avoir plusieurs personnalités. Maintenant, l'habitude manifeste, une habitude physique qui n'est pas bonne et qui continue à venir et avec laquelle vous devez lutter. Vous devez lutter avec parce que vous ne l'avez pas réellement cellularisé. Cela veut dire que chaque cellule de votre corps doit avoir conscience du danger.
Et tant que ce n'est pas arrivé, vous devez psychologiquement lutter pour. Parce que sachez bien que le mental ne luttera pas contre votre psychologie, votre mental. Il arrive à un moment donné, c'est que vous développez le concept que quelque chose est bon. Par exemple, c'est bon de cesser de fumer. Je prends l'exemple parce que je pense que c'est un exemple qui frappe beaucoup de monde. Ceux qui veulent arrêter de fumer. Vous développez le concept que fumer, ce n'est pas bon. Mais vous fumez. Et la cigarette amène un réconfort chez vous. Elle stabilise les énergies émotives. Elle amène une sécurité. Donc, elle nourrit un autre concept, celui de la sécurité. Et le concept qui dit que vous ne devez pas fumer, c'est lui qui va s'opposer à celui qui vous pousse à fumer. Et le contrôle tant vanté par l'humanité évoluante, c'est lorsqu'un concept apparemment plus beau vient se battre contre un concept apparemment moins beau. Vous devez vous contrôler. C'est pas beau d'être en colère. Appris que c'était pas beau d'être en colère, que tu as le concept que c'est pas beau d'être en colère, ben là, tu vas lutter contre ta colère. C'est le plan psychologique qui conceptualise, qui lutte contre le plan psychologique qui veut s'exprimer. Vous avez été bien mal organisé dans ce temps-là. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut que mentalement, on ait compris l'intelligence de cesser d'une chose. Il faut que mentalement, on ait compris l'intelligence, par exemple, de cesser de fumer. Il faut avoir des raisons intelligentes et non pas conceptuelles. Puis il n'y a pas grande différence entre un et l'autre. Ah, mais fumer, ça donne un cancer du poumon. Tu le sais pas. Tu le vis pas, ça. Tu l'as lu dans des livres, mais tu ne le vis pas. Alors, tu ne pourras pas cesser de fumer tout seul. On a des personnes dans le PMC qui ont cessé de fumer quand ils ont appris comment était conçu leur système respiratoire et de quelle façon cela fonctionnait et quelle était la douzaine de mécanismes que le corps avait pour filtrer l'air avant qu'il arrive au poumon. On leur a jamais dit qu'il fallait qu'ils cessent de fumer. Puis paf, ils ont cessé, ils avaient leur cigarette avec eux autres, puis ils n'en prenaient plus. Puis ils traînaient au cas qu'ils avaient le goût, puis il n'y avait pas le goût. Parce que cela était compris, vécu par ces personnes. On leur a jamais dit, mais à un moment donné, cela a été vécu. Quelle que soit l'habitude, soit du temps passé, une habitude toujours néfaste. Parce qu'une habitude, ça vous fait agir sans que vous le sachiez. Alors, quelle que soit l'habitude, c'est pas bon. Répéter la même chose consciemment, c'est pas une habitude. Comment faire pour arriver à brimer une habitude, à démolir une habitude? Ben, c'est bien simple. Il faut qu'on comprenne intelligemment ce que l'on veut faire. Pas juste de développer un concept psychologique voilé ou déguisé sous l'intelligence d'une chose, parce que c'est pas suffisamment puissant. La psychologie qui lutte contre la psychologie, ça fait de la psychologie en bataille, puis ça vous crée des problèmes, c'est tout. Mais à un moment donné, ça arrête tout seul. À un moment donné, la colère n'apparaît plus dans l'homme. Il lutte pas, il n'y a pas à se contrôler, il n'y a pas de colère. Mais tout le temps qu'on va cultiver l'idée que l'homme ne doit pas être colérique, parce que c'est un symptôme de l'évolution. Mais l'homme va chercher le symptôme de l'évolution pour pouvoir penser qu'il évolue. C'est pas ça qu'il faut faire. Apprenez à vous connaître. Et à un moment donné, vous allez voir les cheminements de choses, des processus qui se passent en vous, et arrêter un processus, le contrôle, là, arrêter un processus nous empêche de le connaître. Pour connaître un processus, il faut le laisser cheminer. Il faut cheminer avec. Attentivement. Pas le laisser passer en nous sans savoir. Il faut qu'il passe en nous, puis il faut que ma conscience le suive, puis chemine avec jusqu'au bout. Là, moi, le connaître. Puis quand vous allez avoir connu la peur, chez vous, vous n'aurez plus peur. Pas juste connu la mémoire de la peur. Et ça m'a fait peur. C'est pas ça qu'il faut connaître. Ça fait juste dynamiser la peur. Quelle que soit l'habitude, il va falloir que vous ayez une raison intelligente, que vous, mentalement, que cela soit tellement inclus chez vous, que cela soit cellularisé, que ce soit rendu une conscience cellulaire, que ça vous appartienne, pas juste dans un concept mémoriel, et banalement, ça disparaît. Alors, essayez de raisonner votre problème, pensez sur votre problème, mais luttez pas contre votre problème. C'est sûr que si vous voulez tuer quelqu'un, luttez contre. Mais on parle d'habitude, là, et la lutte vous fait encore plus de problèmes, c'est pas une solution. À un moment donné, vous allez cesser de fumer, vous allez manger comme des cochons. Vous allez simplement transposer, vous n'allez pas régler le problème. Vous allez l'avoir transposé. Alors, ce qui fait que vous devez avoir une raison intelligente. Mentalement, vous devez raisonner. Posez-vous des questions, puis répondez-y. Pourquoi je fume? Parce que c'est bon. Pourquoi c'est bon? Posez-vous des questions. L'homme a peur, l'ego veut pas que l'homme comprenne. Posez-vous-en des questions, puis à un moment donné, vous allez cesser. Quelle que soit l'habitude, demandez-vous, puis lâchez-vous pas. Ben, pendant 1 heure. Après ça, lisez Astérix. Quand l'homme aura-t-il le contrôle de ses glandes?
quand l'homme aura le contrôle de ses glandes, est-ce que ce sera une première manifestation du mental de l'homme? Et que faire pour permettre le développement de la glande pinéale qui est le chef d'orchestre du système endocrinien? Deux questions qui sont reliées. Que faire pour permettre le développement... Non, là. Quand l'homme aura-t-il le contrôle de ses glandes, est-ce que ce sera une première manifestation du mental de l'homme? Lorsque le mental de l'homme, sachons que l'énergie, elle s'exprime par une potentialité d'expression, et c'est une expression déjà. L'énergie va finir par, disons, être en croissance. Alors, un corps humain, par exemple, qui n'est pas encore venu au monde, une pensée qui ne vous habite pas, elle est potentielle. Lorsqu'elle est en croissance, elle grossit. À un moment donné, elle arrive à une étape d'identification. C'est ce que l'ego humain fait, ce que la psychologie fait. Alors, le potentiel, c'est dans l'utérus. La croissance, c'est l'enfant qui développe son mécanisme psychologique. L'identification, lorsqu'il découvre qu'il est lui, qu'il est séparé de l'extérieur. Et il y aura dans cette identification ce que le mental fait présentement. Le mental de la majorité d'entre vous est capable de dire « Oui, j'ai une capacité logique, mentale, non colorée, et j'ai aussi une capacité émotive, mémorielle qui colore. » Il y a le plan astral, il y a le plan mental, les deux sont identifiés. À un moment donné, le plan mental va se personnaliser. C'est-à-dire qu'il va se détacher des mémoires qui l'ont construit, les mémoires psychologiques. Et lorsque le plan mental se personnalise, il arrive à prendre totalement le contrôle de lui sur lui. Parce qu'on ne contrôle pas d'autre chose. Le plan psychologique va se contrôler, le plan physique va se contrôler, le plan vital va se contrôler, mais le mental n'aura pas, lorsqu'il aura fini sa personnalisation, à contrôler le reste. Temporairement, parce que le mental est la seule unité énergétique chez l'homme qui est capable d'être logique, qui peut ne pas être coloré, pendant un laps de temps, le mental va prendre le contrôle de l'homme. Et le mental va prendre le contrôle du système endocrinien de l'homme. Alors évidemment, lorsque le système endocrinien est assujetti au mental, c'est une expression radicale de l'homme nouveau, d'un homme qui est capable de faire des choses parce que cela est intelligent et qui se contrôle. Mais qui se contrôle non pas pour avoir raison, comme le plan psychologique aimerait contrôler le corps. Qui contrôle le corps physique, c'est-à-dire qui libère le corps physique de l'assujettissement psychologique. Le corps physique se démerde tout seul, il est capable. Présentement, il ne peut pas parce qu'il est manipulé par le plan psychologique. Mais les animaux sont moins malades que les hommes. Ils ont moins de psychologie que les hommes. Alors donc, ce sera une manifestation. Que faire pour permettre le développement de la glande pinéale? Ça ne se fait pas comme ça. Vous devez non pas travailler sur votre glande pinéale, mais travailler sur tous les plans, sur tous les corps, comme j'ai expliqué tout à l'heure au niveau de la conférence. Vous devez travailler sur le plan physique, sur le plan vital, sur le plan psychologique, astral, sur le plan mental. Et pour arriver à faire en sorte, à un moment donné, que le mental de l'homme devienne le centre énergisant de la glande pinéale, parce que c'est ce qui va se passer, parce que le mental va être le médiateur entre l'énergie supramentale et le corps physique. Pour que ce mental devienne le seul maître contrôleur à bord du corps physique, l'homme doit passer par différents processus de découverte de ses plans, de découverte de ses corps, d'harmonisation réelle, et tout ce processus au complet est ce que nous donnons ici dans un programme qui s'appelle Programme être contrôleur. Alors, il n'y a pas de solution miracle pour développer la glande pinéale. Le cours lui-même qu'on donne ici, c'est un cours qui est échelonné sur 3 ans, et c'est un cours rapide. Alors, on ne peut pas dire, mettez-vous la tête dans l'eau tous les 15 minutes pendant 5 ans, vous allez développer votre glande pinéale. Plus il y aura d'êtres qui seront conscientisés à l'échelle de la planète, et c'est surtout au niveau du Québec que ça se fait pour l'instant, plus facile sera le développement de la glande pinéale. Mais pour l'instant, il n'y en a pas assez. Alors, ce qui fait qu'il n'y a pas de recettes miracles qui vont faciliter ce genre de mécanisme. Et le développement, disons, au niveau PMC, c'est un développement qui est transmissible par la génétique. Ce qui fait que les enfants peuvent bénéficier des transformations de l'être humain qui évolue. Et ça, c'est normal, c'est le processus même de l'évolution de l'homme. Mais présentement, il n'y a pas de mécanisme privilégiant le développement de la glande pinéale, parce que la glande pinéale ne peut être développée que si le système endocrinien est suffisamment solide pour recevoir ses ordres, que si le système psychologique est suffisamment aplati pour arrêter de perturber, que si le système mental est suffisamment énergisé pour pouvoir recevoir de l'information du plan supramental, qui lui va
tamiser le plan psychologique pour laisser le plan pinéal, la glande pinéale, fonctionner. Donc, il n'y a pas de mécanisme paf comme ça et tu as une glande pinéale en fonction. S'il y en aurait un, on s'en servirait immédiatement. Et en vente, en pharmacie, ça marcherait très bien, mais ce serait réellement de la frime, ce serait du mensonge. C'est un travail qui se fait comme vous faites présentement. Vous vous posez des questions, vous travaillez, vous évoluez, vous avez des souffrances, vous allez apprendre avec ces souffrances-là à ne plus souffrir, vous allez connaître les mécanismes écologiques qui règlent votre évolution, et à un moment donné, il y a des choses qui vont se passer chez vous. Mais il n'y a pas de recette pour la glande pinéale. Et si on veut une autre recette, ou un truc en tout cas, pour une personne qui n'a pas le sens d'orientation, y a-t-il des trucs pour nous aider à l'obtenir davantage? Oui, s'observer, prendre conscience de ce qu'on fait. C'est le même phénomène. Observez-vous et vous allez découvrir les mécanismes qui vous empêchent d'être efficace. L'observation peut se faire au niveau psychologique. Elle est psychologique si vous vous jugez. Si vous vous décevez vous-même de vous, vous faites charrier. C'est de la psychologie qui observe la psychologie. Un concept de réussite qui observe le fait que vous manquez votre coup. Vous vous sentez coupable, puis vous vous aimez pas. Si c'est le mental qui observe, vous observez un mécanisme tout à fait logiquement. Et là, vous ne vous jugez pas, vous ne vous accréditez pas, vous ne vous condamnez pas. Et là, vous avez la possibilité de vous découvrir, de vous connaître. Et à un moment donné, si vous vous observez, c'est l'attention que vous devez développer, être attentif à ce que vous faites. Pas juste vivre puis dire, tiens, j'ai vécu déjà tant de temps. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut être conscient que l'on vit. Vous rentrez dans un nouvel endroit, dans une école, par exemple, et quelqu'un vous dit, suivez-moi. Vous en allez, tournez un corridor, virez un corridor, rentre dans une pièce, passe par une porte, rentre dans une chambre. Vous rencontrez quelqu'un et quand c'est fini, on vous dit bye-bye. Vous sortez, vous tournez du mauvais bord, vous rentrez dans l'autre porte, vous arrivez des toilettes, vous revenez, vous cherchez la porte, vous ne savez plus quel étage, combien d'escaliers vous avez monté, l'ascenseur, c'est plus celle-là. Dans un hôpital, tout le monde se perd. On finit toujours en psychiatrie. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas attentif. Parce qu'au lieu de vous fier à vous, vous vous fiez à l'autre. Suivez-moi, parfait, ferme tout, je m'en vais. Je suis. Là, on s'en va, on tourne, on s'en va, hey, que ça va bien. Quand tu es rendu là, parfait, bonjour. Je me reconduis pas. Là, tu sors. Et ça, j'ai pas vu ça, j'ai pas vu ça. Non, vous n'avez rien vu. Vous étiez pas là, vous étiez mort. Vous étiez en voyage astral. On a pris votre corps, on l'a téléporté dans le bureau du directeur, ou le bureau du médecin, ou le bureau dans la chambre de la personne que vous allez visiter. Puis après ça, on vous dit bye-bye, c'est là, les visites sont finies. Tout le monde est pogné. Puis là, tout le monde fait comme dans l'évolution. Hein? Qu'est-ce qu'on fait quand on est pogné? Bien, suit les autres, ils savent où ce qu'ils vont. Mais si vous tombez sur une gang qui ne savent pas ce qu'ils vont, tout le monde se ramasse aux toilettes. Ou en psychiatrie. C'est là que le parti commence. C'est là que le parti commence, ben oui. Vous devez rentrer quelque part, suivez-moi, parfait. Observez. Vous en allez, je vire à gauche, en revenant, il faut que je vire à droite, c'est évident. C'est vrai. Mais le problème, c'est que j'ai déjà été avec mes amis, justement, on était au Mexique. On avait une ligne de frein brisée, on avait traversé une cordillère, et puis rendu dans un champ, on n'avait plus de frein. La ligne de frein était coupée. On était allé dans un village, le mécanicien qui est là, il a décidé qu'il l'amputait au complet, puis il a dit qu'il n'avait pas le village. Il lui montre ça au restaurant pendant qu'on mangeait. Lui, il a pris un autobus, il s'est en allé. En s'en allant, il y avait un petit lac à droite. Il s'est ramassé dans une ville, il a trouvé une ligne, il a pris un autobus, puis s'en est revenu. Puis tout le temps, il a cherché le lac à droite. Mais là, le lac arrêtait à gauche. Il a passé le lac à gauche, c'était pas là. Il a débarqué de l'autobus, il a pris un autre autobus, puis il a quasiment traversé le Mexique au complet dans le mauvais sens. J'ai laissé son camion là, j'étais avec un de mes jeunes, il avait 12 ans à l'époque, puis on a continué, on se demandait qu'est-ce qui est arrivé avec, il faisait plus que 24 heures qu'on l'attendait, puis la ville était à 2 heures. Fait qu'on s'est emmené au Canada, on a laissé le camion là, puis lui, quasiment un mois et demi après, il est arrivé avec son camion. Pour la simple raison qu'il me l'a compté. Je me suis endormi dans l'autobus, je savais qu'il y avait un lac à droite, puis je débarquais à la ville, j'ai pris l'autobus, puis je me suis revenu, puis là, je n'ai pas trouvé le lac. J'ai dit oui, mais le lac n'aurait pas dû être à gauche. J'ai dit oui, mais j'étais rendu presque sur l'Atlantique quand je me suis... On était près du Pacifique. Quand je me suis dit, ben merde, le lac était à droite quand je suis parti, il va être à gauche quand je reviens. C'est toujours ça. L'homme ne s'observe pas. Le sens de l'orientation va se développer chez l'homme parce que quand l'homme va prendre attention à ce qu'il fait. Et l'attention, c'est au niveau mental. Donc, quand l'homme va développer son plan mental. Vous rentrez quelque part, vous tournez, vous voyez tel tableau, ben prenez donc des points de repère. La première fois, vous allez en prendre, vous allez peut-être tous les oublier, parce que vous êtes nerveux. C'est le plaisant d'être nerveux. Ça nous permet de se remettre des mains des nôtres. Puis quand vous revenez, ces points de repère-là, vous les regardez. Prenez quelqu'un qui se promène dans le bois. La pire gaffe qu'il va faire, il s'en va, bon, une souche, parfait. Il continue, tel gros arbre, parfait. C'est pas ça qu'il faut faire quand on est dans le bois. Si on est le moindrement un petit peu mental,
Quand on va revenir, c'est de l'autre bord qu'on va voir les affaires. Fait que tu traverses la souche, tu te retournes, puis tu la regardes. C'est de même que ça va ressembler à ça quand tu vas revenir. Mais l'homme, il regarde tout son paysage, puis quand il revient, il la reconnaît pas. C'est sûr, il l'a jamais vu, de ce point de vue-là. Puis c'est pas comique, c'est vrai. N'importe quel coureur des bois arpenteur ou quelqu'un qui connaît la forêt va vous le dire. Je mets des marques, ces arbres, au bout. T'es mets-tu du bord que tu vas voir quand tu vas revenir? Je n'ai pas pensé à ça, j'ai fait, t'es vois pas, tu te perds. C'est des niaiseries, c'est des imbécilités, juste parce qu'on s'en remet dans la providence, sécurité providentielle. On ne se fie pas nous autres. Le sens de l'orientation se développe quand le mental de l'homme se développe. Et le mental de l'homme se développe quand l'homme décide d'être attentif. Quand l'homme se prend en main. Ça se développe tout seul. Quels sont les bénéfices du sommeil de la nuit par rapport au sommeil du jour, à dormir le jour? Bon, ça dépend des constitutions ou énergico-vitales. Ça dépend des constitutions. Certaines personnes ont des constitutions vitales qui fait que la personne ramasse de l'énergie tellurique facilement en étant en activité la nuit. Elle a donc besoin de sommeil le jour pour ramasser de l'énergie yang. La majorité des individus sont constitués différemment. Ils ne peuvent pas dormir le jour, ils ont de la difficulté à dormir le jour, leur corps se réchauffe trop, l'énergie yang les anime, ils dorment difficilement le jour, mais ils dorment béatement la nuit. Et on a des personnes qui adorent travailler de nuit parce qu'effectivement, ils dorment très très bien le jour, dorment mal la nuit. Alors ça dépend des constitutions. Cherchez pas à être normal là-dedans, ça dépend de vous. Vous dormez bien le jour, vous dormez bien la nuit, posez-vous pas de questions, vous êtes tout à fait anormal, puis vous êtes chanceux. Bon, si vous dormez bien le jour, vous dormez mal la nuit, ben c'est préférable de travailler de nuit. Si vous dormez bien la nuit, vous dormez mal de jour, préférable de travailler de jour. Mais le phénomène, le bénéfice ou quoi que ce soit, ça dépend de notre constitution vitale. Ça dépend simplement de ça. Alors, il n'y a pas de bénéfice pour une personne qui dort bien le jour, qui dort mal la nuit, de dormir la nuit pour récupérer. Son alimentation, par contre, elle devrait veiller à prendre des choses qui ont un peu plus d'énergie yin, à boire de l'eau. Enfin, il y a des mécanismes, disons, qui permettent à un moment donné de réénergiser, d'équilibrer convenablement ses corps, ce qu'on va voir, disons, dans 2 semaines. Mais faut pas se casser la tête pour ça. Si vous dormez bien à un moment donné, ben profitez-en de dormir. Surtout que c'est la maladie du siècle, on dort déjà assez mal. Quand vous dormez, torieux. Alors, une autre question reliée au sommeil, là, est-ce qu'à un moment donné, dans l'évolution de l'homme... Oui. Oui, bon, c'est correct. Va-t-il passer la nuit à des activités plus utiles autres qu'à rêver? L'homme va passer la nuit... De toute façon, il va venir à un moment donné que l'homme n'aura plus besoin de ce sommeil. Mais c'est pas tout de suite. L'homme va passer la nuit à travailler, comme il le fait dans le plan réveillé, dans ce monde réveillé qu'il appelle la réalité. Présentement, l'homme rêve, mais à un moment donné, l'homme va travailler avec ses rêves, c'est-à-dire que l'homme va manipuler ses rêves pour avoir plus de plaisir dans ses rêves, ce qui est déjà une chose. L'homme va arriver à manipuler ce plan psychologique, ce plan mémoriel planétaire, le plan de l'astral, le plan akashique, où l'homme va rêver. Et l'homme va devenir un maître, un dominateur. L'homme va devenir un dieu dans ce plan-là. Et à un moment donné, pendant la nuit, au niveau psychologique, l'homme va continuer à s'amuser dans le plan astral pour régler les choses, pour instruire l'astral aussi. À un moment donné, l'homme va instruire ce qui, présentement, le rend aberré. Et l'homme, au courant de son sommeil, lorsqu'il dormira, fera aussi un travail sur d'autres plans, au niveau supramental, par exemple, au niveau mental aussi. L'homme, présentement, ne travaille presque exclusivement qu'au plan de l'astral parce qu'il ne recherche qu'une évolution astrale. Mais lorsque l'homme comprendra qu'il a un corps mental, il pourra travailler mentalement, même lorsqu'il dort. Certains le font, ont des solutions le matin quand ils se réveillent. C'est pas au niveau psychologique qu'ils vont chercher ça. C'est pas parce qu'il y a un maître qui vient les instruire, c'est parce que leur mental travaille au courant de la nuit. Au niveau vital, il y a des choses qui se font, veut pas, mais l'homme ne fera pas seulement que rêver. Et de plus en plus, l'homme va transformer son rêve, l'homme va manipuler son rêve, et de plus en plus, l'homme va cesser de rêver. L'homme va faire un travail sur d'autres plans. Doit-on travailler sur l'expression physique de la maladie ou doit-on épargner notre énergie vitale, ce qui va nous aider à guérir? Bon. Il faut bien faire attention à quel genre de maladie. C'est sûr que vous êtes en train de faire un infarctus du myocarde, ben, si vous travaillez sur votre énergie vitale, vous risquez d'être mort avant. Si la meilleure chose, comme tout à l'heure j'expliquais au niveau des sociétés nouvelles, au niveau de l'homme nouveau, c'est que c'est l'éducation, c'est votre manière de vivre qui va faire en sorte que vous allez être en santé. On ne recherchera pas la cure, on va rechercher l'entretien. C'est totalement différent. Et présentement, toute notre philosophie sociale est basée sur la cure.
sur la réparation de l'automobile, pas sur l'entretien, sur la réparation du corps, pas sur l'entretien, sur la réparation de la maison, rarement sur l'entretien. On ne bâtit pas des choses avec des matériaux qui ne s'usent pas, on bâtit avec des matériaux qui pourrissent pour qu'on puisse guérir. Alors, travailler sur l'expression physique, ça dépend simplement de ce que vous avez comme maladie. Mais il est bien évident que la meilleure chose à faire, c'est de travailler sur le plan vital avant que la maladie s'exprime. Lorsque la maladie s'exprime, dépendant de la maladie, on soigne les symptômes physiques, c'est très important, parce que les symptômes physiques vont donner une connotation vibratoire à la psychologie, qui, elle, perturbe l'énergie vitale, qui perturbe le plan physique. On soigne les symptômes physiques, très important, on attaque le plan vital et on règle le problème astral, le problème émotif, par l'observation et par différents mécanismes qu'on va retoucher la semaine prochaine, pour pouvoir arriver à cette guérison. Mais on ne travaille pas sur un plan ou sur l'autre. On travaille toujours sur tous les plans. L'homme est une globalité. Et quand on parle de séparation des corps, c'est juste pour vous faire prendre conscience que vous êtes des choses différentes qui sont la même chose. Un automobile, pensez pas qu'en vérifiant la pression des pneus, ça vérifie en même temps l'huile. Alors, un automobile, c'est un tout. Mais pour pouvoir l'entretenir, c'est pas un tout. Il y a des règles au niveau de la tôle, il faut pas qu'elle rouille, des règles au niveau du moteur, des règles au niveau des freins, des règles au niveau des pneus, des règles au niveau de l'immatriculation, puis des règles au niveau du stationnement, certains le savent. Bon, alors ce qui fait que c'est un tout qui est divisé si on veut le connaître, l'entretenir. Et par l'expérience vivante, à un moment donné, l'homme finit par avoir une conscience réelle les symptômes, les alertes. Avant, vous savez, avant de souffrir physiquement, avant d'avoir une alerte physique, on a une alerte vitale. Mais l'homme n'en prend pas conscience parce que ça fait pas mal. Lorsque l'homme arrive à cette fusion corporelle après avoir conscientisé ces différents corps, l'homme le sait. Alors, l'homme va s'attaquer au plan psychologique qui cause la maladie, au plan vital si elle est rendue dans le plan vital, mais si elle s'exprime par le plan physique, on doit s'attaquer à tous les plans, pas à un plutôt qu'à l'autre. Comment peut-on énergiser notre corps vital? Ok, on va s'arrêter là pour ceci. Bon, alors encore, on va s'arrêter là, d'accord. Je vais répondre. On va encore en reparler au niveau de l'énergisation des corps, mais brièvement, tout ce qui contient de l'énergie vitale énergise votre corps vital. Ça, c'est une chose. Qu'est-ce qui contient de l'énergie vitale? L'énergie vitale est divisée en 2 formes connues, mais en 3 formes réelles d'expression. L'énergie yin, solaire, tellurique, planétaire. Elle va être captée par la plante des pieds, surtout lorsque l'homme marche nu-pied. Elle va être captée par l'eau de source surtout, l'eau, tout ce qui vient de la terre, par la majorité des légumes et, disons, des fruits, s'il y en a, qui poussent dans le sol, les patates, les carottes, les vers de terre aussi, ça contient beaucoup d'énergie yin. Et l'énergie yang va être captée surtout par le soleil, mais il va être capté surtout par le corps, la cutanéité complète du corps de l'homme. Donc, si l'homme se vêt trop, l'homme en capte moins. Elle va être captée par tout ce qui pousse au soleil. Donc, les oranges, les pommes, les légumes qui sont à la surface du sol. Et ça, cette nourriture amène en plus des minéraux et de tout ce que l'homme a besoin physiquement, amène de l'énergie vitale. Mais le problème n'est pas juste là au niveau de l'énergisation des corps, parce que trop d'énergie yang cause des problèmes comme le brûlement d'estomac, cause des problèmes typiques des maladies yang, trop d'énergie yin cause des problèmes yin. Donc, évidemment, il faut aussi harmoniser ces corps. On va capter de l'énergie yin et yang par la respiration et on va capter la 3e forme d'expression énergétique vitale, l'énergie huminale, l'énergie humaine. Celle que vous créez et que vous gaspillez en la rejetant à l'extérieur, à un moment donné, en prenant conscience de certaines formes de respiration, l'homme la recapte à la sortie du système nasal et ne la met pas à l'extérieur. Par différentes formes de respiration, des techniques qui n'ont jamais été enseignées, ce sont des techniques nouvelles que nous commençons, disons, à enseigner présentement. L'homme est capable de rebalancer son degré énergétique au niveau yin et yang. Et il y a des moyens pour pouvoir prendre conscience aussi du balancement ou du débalancement énergétique au niveau de différents poux que l'homme, à un moment donné, va apprendre à prendre sur lui-même, les poux qu'on se sert en acupuncture. Autre chose, pour réénergiser son plan vital, il faut cesser de brûler l'énergie vitale inutilement. Et ça encore, c'est par le contrôle ou par la connaissance du plan psychologique de l'homme, du plan émotif de l'homme. Parce qu'à un moment donné, vous devez vous réénergiser, mais cesser de gaspiller, ça va déjà beaucoup moins hypothéquer votre taux d'énergie vitale.
Alors, j'ai pas besoin de m'énergiser, je n'ai pas gaspillé aujourd'hui. Ça, c'est une bonne affaire. Mais on a besoin de réénergiser beaucoup parce qu'on gaspille beaucoup. Et ne pas gaspiller revient à l'harmonisation du plan vital, revient à l'harmonisation des corps, parce que lorsque l'homme gaspille, dilapide continuellement, évidemment, il faut qu'il bouffe continuellement. Moi, je mange un repas par jour à peu près, et un petit repas, et ça me suffit. Pas parce que je suis exceptionnel, parce que mon corps est capable d'assimiler tout ce qui est nutritif dans l'aliment. Et plusieurs personnes mangent un gros repas pour nourrir les toilettes. Parce qu'ils n'assimilent que 1/10, 2/10, 3/10, 50% de ce qui est comestible ou assimilable par le corps dans ce qu'ils mangent. Parce que vous mangez une pomme, si vous assimilez l'énergie vitale et tout ce qui est matériellement utile dans la pomme, ça vous nourrit. Mais si vous devez manger 15 pommes pour avoir la même chose qu'une pomme, évidemment, vous devez manger beaucoup. Et ça, ce sont des moyens, disons, d'énergiser le corps, celui de manger moins pour habituer le corps à puiser beaucoup plus dans l'aliment. Parce que sinon, on est obligé de prendre de l'énergie pour digérer le surplus de façon à pouvoir l'excréter à un moment donné. Alors, on brûle de l'énergie au lieu d'en consommer. Comme la majorité des sucres amènent moins d'énergie que ce que le corps est obligé d'en mettre pour les transformer, pour les métaboliser de façon à ce qu'ils soient assimilables. Alors, le miel, par exemple, souvent on vante les vertus du miel. Mais si vous prenez du miel, si le miel vous amène, disons, 15 calories, ben vous devez en mettre 20 pour le digérer. Alors, il y a plusieurs choses, à un moment donné, que l'homme doit apprendre, mais c'est surtout au niveau de son rythme de vie, de sa manière de vivre, que l'homme va réénergiser son corps vital. Mais ça, on va revenir là-dessus au niveau de la conférence, sur l'énergisation des corps. Bon, il reste des questions là qui feraient l'objet d'une conférence, je trouve. Comment peut-on jeûner psychologiquement? Ce serait une bonne conférence. C'est surtout l'harmonisation des corps. Okay. On revient la semaine prochaine avec ça. La maladie d'Alzheimer, les pertes de mémoire. On va aussi revenir sur ce genre de choses exactement au niveau de ces pertes de mémoire-là. Il reste la balance des questions, ce sont tous. Ça, on va les conserver la semaine prochaine, oui, on va y revenir, c'est ça. Et il y a là le reste, ce sont les origines ou les causes des maladies. Bon, la psychosomatique là, ça pourrait être les conserve tous aussi. Pour le symposium. Le symposium ou les semaines qui viennent, à un moment donné. Le symposium, ça serait intéressant. Oui, c'est sûr. Ça sent sur les thérapies guérison, intelligentes, on va revenir là-dessus, oui. Bon, ça sera pour le symposium. Il reste une question, quel âge avez-vous? Parce que c'est mentionné sur sa feuille de présentation qu'il est né le 4 décembre, mais on ne précise pas l'année. J'ai approximativement l'âge que j'ai. Quoi, à peu près? Bon, physiquement, j'ai 27 ans. OK. Et là, il reste une question question qui est formulée ainsi. Combien de gens sont là par l'entremise de la radio? Ça doit être du relationniste Mario Gosselin qui pose cette question. Pour ces statistiques, il voudrait savoir quels sont les gens qui ont entendu l'émission cette nuit avec Daniel Kemp et qui sont venus suite à cette émission-là. On va dire 2, 3, 4, 5, 10, quinzaine à peu près. Hein? OK, c'est ça. OK. Eh bien, je pense qu'on a appris encore une fois énormément de choses en compagnie de Daniel. On va avoir du travail avec la cassette à l'écouter toute la semaine pour pouvoir décoder tout ça puis l'intégrer tranquillement à notre propre rythme. Mm-hmm. Essayer de séparer les corps et de prendre conscience qui a faim et qui se nourrit, qui jouit, qui fait quoi, qui sort, qui va voir un film, et le corps qui transporte qui. Juste s'amuser à voir, à un moment donné, à discerner, à différencier un peu ce genre d'expression corporelle. Ça va être déjà une chose qui va... je pense que ça va bouleverser bien des choses que vous avez bouleversées, pas dangereusement, mais ça va vous épater de voir. Vous allez apprendre en maudit. Et la semaine prochaine, c'est quoi le thème? L'harmonisation des corps. L'harmonisation des corps. Qu'est-ce qu'on va voir, là? Le jeûne psychologique, entre autres. Bon, OK, on va garder ça. C'est ça. Et évidemment, comment faire pour réharmoniser son corps vital, le corps mental, le corps physique aussi, évidemment, le corps psychologique, c'est évident. OK, on vous remercie beaucoup, Daniel. Oui? Mais ce fait, tu as un train de retard, oui, OK. Il a encore quelque chose. OK. Les gens qui ont acheté leur billet pour la prochaine conférence de Daniel, le billet qu'on vous a vendu n'était pas valable pour la semaine prochaine. Si vous voulez retourner au comptoir, on va vous donner le bon billet. Bon. Voilà qui est réglé. Alors, on remercie beaucoup Daniel Kemp. Merci. Alors, jeudi, tu es à la radio encore. C'est dans la nuit du jeudi au vendredi, ça, avec Roger Drolette, alors sur CKVL 85. Jeudi à vendredi de minuit à 5 heures du matin. N'hésitez pas à l'appeler. Faut travailler. Ouais.